Présentation? Oui, tout est bon. Super. Donc, il est présentement 18h30. On va débuter l'atelier. Deuxième atelier d'une série de 5 sur les principales préoccupations des riverains au niveau de notre territoire. Aujourd'hui, le sujet, c'est les apports sédimentaires. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Pierre-Marc Constantin. Je suis responsable du plan directeur de l'eau depuis 2016 à l'organisme. Biologiste de formation, diplômé de la région, donc de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. Puis dans le domaine de la gestion de l'eau depuis maintenant 8 ans. Avec moi, Alexandre Bérubé-Tellier, qui est chargé de projet et responsable de la liaison avec les acteurs du milieu lacustre, milieu riverain. Biologiste de formation également, diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières, également diplômé du programme de droit de l'Université Laval, dans le domaine de la gestion de l'eau depuis maintenant 5 ans. Donc, d'abord, on tient à vous remercier là, pour votre participation à cet atelier qui fait suite évidemment à la conférence là, du 5 août dernier là, qui portait sur la santé de façon globale des lacs du territoire. Comme je le disais plus tôt, il y a déjà un atelier qui a eu lieu là, la semaine dernière sur la biodiversité. Puis il y a 3 autres ateliers dans les prochaines semaines à venir. On va y revenir un peu plus tard après la partie informative. Sachez que dans le fond, la session est enregistrée et sera rendue disponible au cours des prochains jours. On vous demande de désactiver vos micros le temps de la partie informative d'une durée de 20 à 25 minutes. Par la suite, il va y avoir du temps là, pour les échanges et la période de questions. Si jamais vous avez une perte de signal, vous pouvez toujours tenter de désactiver votre caméra. Ça peut toujours aider. Donc, je vais y aller de ce pas avec le plan de la présentation. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, pour ceux qui étaient là, évidemment, c'est la même structure. Pour les personnes qui n'étaient pas là, donc je vais revenir rapidement sur la démarche de consultation en cours. Par la suite, Alexandre va prendre la parole, va traiter de la problématique des apports sédimentaires, des pistes de solutions. Et ensuite, va vous parler des ateliers à venir. Puis comme je le disais, par la suite, une période de questions et d'échanges, puis on termine ça avec un sondage. Donc, démarche de consultation. Pour faire rapidement, le principal mandat de l'organisme de bassin versant, les Rivières-du-Loup et Yamachiche, est de produire un plan directeur de l'eau pour son territoire d'intervention d'une superficie là, de 2196 km² qui couvre grosso modo la MRC de Masquinongé en termes de superficie. Plan directeur de l'eau qui est un document donc où on analyse le territoire, où on décèle des problématiques. Par la suite, à partir de ce constat-là, on détermine des objectifs, un plan d'action, puis on le met en œuvre. Donc, c'est un processus continu. Puis, à distinguer des plans directeurs de lac dont vous avez sûrement entendu parler, c'est un peu le même principe, sauf que ça s'inscrit pour un lac en particulier, avec des actions concrètes. Au niveau du plan directeur de l'eau, c'est des actions directives pour l'ensemble du territoire. Autant pour le milieu riverain, donc les lacs, mais aussi en milieu agricole et en milieu urbain. On travaille autant que les municipalités, que les riverains, que les entreprises agricoles. Donc, c'est tous les acteurs ou usagers là, du territoire là, qui sont appelés à travailler à la mise en œuvre du plan directeur de l'eau. Pour la démarche actuelle, donc il y a une première période ou une première phase de mise à jour des données scientifiques et techniques. Ensuite, on diffuse la connaissance auprès des acteurs de l'eau. C'est pour ça qu'on a fait un webinaire le 5 août dernier. Maintenant, présentement, on est dans la phase de consultation et de concertation des acteurs de l'eau. Donc, pour le milieu riverain, ça se passe via des ateliers autonomes en ligne. Par la suite, on va aller fixer des objectifs en matière de conservation des milieux humides et hydriques et élaborer un plan d'action pour les 5 prochaines années. Donc, c'est là-dedans que s'inscrivent les 5 ateliers autonomes là, actuellement en cours. Donc, à partir de ce stade, si jamais vous avez des questions concernant la démarche, on pourrait y revenir à la période de questions.
Maintenant, je cède la parole à Alexandre pour traiter la problématique des apports sédimentaires. Merci Pierre-Marc. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, oui, dans cette section-ci de la présentation, je vais parler principalement des principales problématiques qu'on peut observer quant aux apports sédimentaires dans les milieux lacustres, donc dans nos lacs de notre territoire. Avant de commencer, tout d'abord, lorsqu'on a une vision de protection de notre lac, pour les apports sédimentaires, il faut quand même avoir une vision assez élargie parce que les sédiments voyagent assez bien. Ils vont voyager via un agent de transport qui, dans ce cas-ci, va être l'eau. En plus de ça, notre lac, malheureusement pour lui, ça va être le principal bassin de sédimentation de son territoire, donc de son bassin versant. Étant donné que c'est le point le plus profond du territoire. Donc, beaucoup de choses beaucoup d'apports sédimentaires qui vont dégringoler vers le lac, vers les milieux hydriques. Donc, il faut à la fois protéger ces rives, mais également protéger les rives et les milieux hydriques, soit les cours d'eau, les milieux humides qui sont en amont du lac qui viennent se jeter dedans. Donc, toujours penser à une approche et une protection par bassin versant. Lorsqu'on parle d'apports sédimentaires, il y a différents phénomènes et puis différents concepts qu'on aborde. Tout d'abord, la sédimentation, qui est davantage une accumulation ou un dépôt de matière sédimentaire en endroit, donc davantage un effet. L'érosion, elle, va être la dégradation, va être la perte d'une surface qui va profiter justement à des apports sédimentaires. Donc, ça risque d'être davantage une cause d'apport sédimentaire. Lorsqu'on cherche à solutionner nos problématiques, il faut tout d'abord s'attarder aux causes des apports, donc ruissellement de surface, une gestion inadéquate de l'eau pluviale et du réseau routier, ainsi que des bandes riveraines qui sont dégradées. Donc ça va être vraiment nos sources d'apports sédimentaires qui dans notre lac vont entraîner différents effets négatifs. On peut penser à des apports externes en nutriments. Donc, notre eau s'enrichit, va augmenter en biomasse en termes de plantes aquatiques. Même chose pour cet apport en sédiment qui devient du substrat pour les plantes, donc pour pousser dessus. Il y a également un calmotage des frayères, de l'embasement, différents processus qui mènent souvent là, à l'eutrophisation des plants d'eau. Donc, ces phénomènes-là sont pas beaucoup naturels. Par contre, ils vont être accentués par l'activité humaine, puis c'est là que ça devient vraiment un problème. L'érosion, lorsqu'on en observe, on tente souvent de la solutionner parce que c'est une cause directe d'apport sédimentaire. Mais lorsqu'on regarde un petit peu plus proche, l'érosion, c'est souvent un effet plutôt qu'une cause, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problématiques sous-jacentes à la situation qui est devant nous. On va prendre l'exemple justement de la photo sur la droite de la diapo. En fait, c'est une rive, une section de rive d'un des lacs qu'on a suivi. Puis, ce qu'on peut voir là, en partant, oui, c'est la rive est érodée. Il y a une partie qui est partie vers le lac. Sauf que lorsqu'on regarde la photo à plus grande échelle, ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est une bande riveraine qui est une qualité de bande riveraine qui est presque absente, donc à peu près pas de végétaux, présence de sol à nu, donc susceptible à du ruissellement de surface. Là, on le voit pas sur la photo, mais en plus de ça, on a une route en pente qui mène directement à cette section-là, puis une route sur laquelle il y a épandage d'abrasifs qui ruisselle vers le lac. Donc, deux autres problématiques. On a une mauvaise gestion de l'eau pluviale, mauvaise gestion du réseau routier. Tout ça s'accumule. Puis, au final, c'est ce qu'on voit, on voit de l'érosion. Mais si on veut solutionner cette problématique-là, il va falloir aller voir les causes en amont sous-jacentes à notre érosion. Aujourd'hui, on va vous présenter les quatre causes principales d'apport sédimentaire.
À la fin de l'atelier, vous allez avoir à remplir un sondage, puis il va y avoir une question justement sur ces causes-là. Vous allez avoir à sélectionner laquelle que vous pensez que vous avez le plus d'impact en tant que riverain pour tenter de solutionner le problème, de diminuer, disons, les effets négatifs. Je vous invite également là si vous avez d'autres causes d'apport sédimentaire pour le milieu lacustre en tête, mettez-les dans le chat si vous avez des questions également, là, juste à les inscrire dans le chat au fur et à mesure là, de la rencontre. Donc, je vais débuter en parlant de ruissellement de surface. C'est un phénomène là, qui est assez simple à comprendre, c'est l'écoulement de l'eau à la surface du sol. Il va y avoir l'eau va se charger en sédiments lorsque ils sont présents au sol au fur et à mesure de son transit. Il y a quand même des situations plus aggravantes qui peuvent se produire. Donc, ça dépend de la configuration du sol. Si, par exemple, il y a une présence de végétaux au sol, ça va stopper l'avancée de l'eau, l'écoulement, puis ça va le permettre de s'infiltrer dans le sol. Par contre, si on a un sol à nu, en plus de pas stopper l'écoulement, l'eau va au fur et à mesure justement s'accumuler des sédiments et les polluants qui sont au sol. Donc, on peut penser notamment à des chemins gravelés ou à des sites de construction, là où il y a une mauvaise gestion des tas de terre ou de sable. Également, les surfaces imperméabilisées vont contribuer au ruissellement. Surface imperméabilisée, c'est là où l'eau peut pas s'infiltrer. Donc, on peut penser aux surfaces pavées, aux surfaces asphaltées. Donc là, l'eau va vraiment ruisseler jusqu'à son prochain milieu récepteur, que ce soit un fossé routier ou le bas-côté. Puis lorsqu'il y a eu épandage d'abrasifs, celle de voirie, l'eau va se charger de toutes ces substances-là. Deuxième cause, c'est la qualité insuffisante des bandes riveraines. En fait, lorsque la qualité des bandes riveraines est pauvre, ils peuvent pas jouer leur fonction écologique. Dans ce cas-ci, on va obtenir deux fonctions primordiales pour contrer les apports sédimentaires. C'est le rôle de barrière contre les sédiments, contre le ruissellement, et également la protection contre l'érosion. Donc, c'est pas trop compliqué à comprendre ces rôles-là. Là, lorsque on a beaucoup de végétation, des espèces herbacées, des arbustes, des arbres dans notre bande riveraine, lorsqu'il y a un écoulement de l'eau, comme je vous l'ai dit tantôt, ça va la stopper tranquillement pas vite, puis l'eau va s'infiltrer dans le sol. En plus, ces plantes-là vont profiter de l'eau qui s'est écoulée, puis vont également utiliser les nutriments qu'il y a possiblement dans cette eau-là. Donc, ces nutriments-là ne se rendront pas dans le lac. En plus de ça, leur présence sur la bande riveraine avec leur système racinaire, ça va empêcher l'érosion. Donc, c'est vraiment un double bénéfice. Troisième cause d'apport sédimentaire, le réseau routier qui peut être quand même un vecteur assez important. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné tantôt, l'épandage, l'application de produits d'entretien routier. Donc, on pense aux abrasifs, aux sels de voirie, également aux abords poussières, différentes substances qu'on va ajouter sur nos routes qui peuvent être lessivées suite à des précipitations. Puis là, qui vont se retrouver soit sur le bas-côté, soit dans un fossé routier qui, celui-ci peut se rendre dans un cours d'eau. Donc, on a également d'autres effets du réseau routier. Ça pourrait être l'entretien des ponceaux et des fossés. On sait que des techniques utilisées souvent vont laisser beaucoup de sol à nu. Donc, par la suite, ça peut entraîner de l'érosion puis des apports sédimentaires. Dernière cause qu'on va aborder, c'est la gestion inadéquate de l'eau de pluie. Donc, on sait lorsqu'il y a des fortes précipitations, l'eau va justement ruisseler, comme j'avais expliqué tantôt, se charger de sédiments. Puis, si on n'adopte pas les bonnes stratégies, elle va se rendre rapidement à un plan d'eau. Donc, le but étant de la ralentir puis de la laisser s'infiltrer dans le sol. Termine cette diapo avant de passer aux pistes de solutions. Beaucoup plus que du sable, en fait, c'est ça parle, ce titre-là, c'est que, les apports sédimentaires, pourquoi c'est si une cause si importante, justement, de dégradation des lacs, c'est que c'est pas uniquement des particules de sédiments qui sont amenées dans nos lacs. Ça s'explique principalement par le phénomène d'adsorption, phénomène par lequel les molécules vont venir se coller
à la surface de plus grosses particules, dans ce cas-ci des particules de sol. Parmi ces substances-là, on va avoir des nutriments comme les phosphates, on peut avoir des pesticides, des polluants. Puis une fois rendus dans leur nouveau milieu qui peuvent avoir des conditions chimiques différentes, ben là, ces substances-là peuvent perdre leur attraction moléculaire envers la particule, être libérées, puis ainsi profiter à la dégradation ou à l'eutrophisation des plants d'eau. Donc, maintenant, on va parler de pistes de solutions pour chacune des causes des problématiques que je vous ai parlé. On les a regroupées en différentes grandes orientations. Donc, on va parler de sensibilisation, d'éducation, davantage d'acquisition de connaissances, puis également des actions un peu plus concrètes. Par exemple, l'augmentation de la qualité des bandes rurales. À la fin du sondage, j'allais encore là avoir à répondre à des questions pour chacune des causes des apports sédimentaires. Vous allez avoir à choisir une des orientations qu'on vous a présentées comme étant, selon vous, celle qui pourrait avoir un effet le plus bénéfique pour cette problématique-là sur notre territoire d'intervention. Puis là, ben, c'est pas exhaustif, cette liste de solutions-là et d'orientations-là. Fait que je vous invite vraiment si vous pensez à d'autres solutions, d'autres orientations, à les ajouter dans le chat. On va pouvoir en discuter dans la période d'échange. Donc, je vais commencer avec le ruissellement de surface. Première orientation, ça pourrait être d'adapter la gestion des chemins gravelés. Donc, il y a différentes techniques là, qui peuvent être utilisées. Utiliser des fossés routiers adaptés. On peut voir sur l'image de droite un fossé routier dans lequel il y a de l'enrochement. On peut également utiliser des seuils. En fait, le but étant de ralentir notre eau, de la laisser s'écouler, mais tranquillement, pas vite. Ça va permettre aux substances qui sont en suspension dans l'eau de décanter. Puis en plus, en ralentissant l'eau, on diminue son effet érodant. Là. Donc, ça va permettre au fossé de perdurer. Il y a également le nivellement des chemins qui peut être intéressant. Donc, on va regarder l'image sur la gauche. Un chemin de gravelé qui est vraiment proche d'un lac. Ce qu'on va vouloir dans ce cas-ci, c'est qu'au moins l'eau de ruissellement se ramasse du côté de la forêt, donc sur la droite. Donc, pour ça, les gens qui font l'entretien du chemin devront niveler le chemin pour que la partie proche du lac soit un petit peu plus haute que la partie proche de la forêt. Comme ça, on va avoir un écoulement vers la forêt. C'est pas un succès à 100% parce que c'est sûr qu'il va y avoir quand même un peu de ruissellement vers le lac, mais la majorité de l'eau va être dirigée au bon endroit. Finalement, dans les chemins gravelés, il y a souvent beaucoup de ruissellement de surface dans les pentes abruptes parce que l'eau va avoir le temps d'accélérer puis elle va éroder davantage la route. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter des déflecteurs. En fait, des déflecteurs, c'est comme une petite bosse qu'on ajoute un peu comme un dos d'âne. Ça va avoir deux utilités. Tout d'abord, si on en ajoute plusieurs dans une pente, ça va ralentir la vitesse de l'eau parce que l'eau va avoir une moins grande distance à parcourir entre les deux déflecteurs, va moins pouvoir accélérer puis avoir un pouvoir érodant. Puis, le deuxième avantage, c'est qu'on peut diriger notre eau vers l'endroit où on veut aller, par exemple un fossé routier qu'on a installé. Deuxième orientation, pour ce qui est du ruissellement de surface, acquisition, augmentation de connaissances. Donc, on peut faire des suivis des sites problématiques alentour des lacs. Ça a déjà été réalisé pour plusieurs de nos lacs suivis par notre programme de caractérisation. C'est lors des analyses de phase 3 qu'on appelle. Donc, par la suite, une fois qu'on a analysé le versant proximal d'un lac, ça nous permet de savoir où principalement sont les plus grandes problématiques, où mettre les efforts. Pour les lacs qui ont déjà été suivis, ça fait plusieurs années, cette acquisition-là de connaissances pourrait plutôt être un suivi justement de ces analyses-là, retourner aux endroits où il y avait des problèmes, aller voir si ça a été réglé ou si ça s'est empiré, pour par la suite refaire des propositions aux municipalités. Finalement, dernière orientation, réduire les sources de ruissellement.
Donc, principalement, différents types là, de surfaces, dont le sol à nu. Donc, on peut y aller par des comportements personnels. On peut regarder l'image du milieu, là, quelqu'un qui a recouvert des tas de terre de bâche pour éviter qu'il y ait du ruissellement qui puisse diriger les sédiments vers un plan d'eau ou un milieu humide. Également, les municipalités peuvent avoir leur mot à dire dans ce domaine-là. Là, je pense à Saint-Élie-de-Caxton qui ont amendé leur règlement pour l'obtention des permis de construction en ajoutant une condition qui était justement avant d'avoir le permis, la personne qui voulait construire devait déjà présenter en fait, pas les démarches, mais plutôt son concept ou les outils qu'elle a utilisés pour stopper le ruissellement de surface de son chantier pour être sûr que qu'il n'y ait pas justement d'exportation de sédiments à partir du chantier de construction. On peut également, à partir des surfaces imperméabilisées, limiter justement leur ruissellement, c'est-à-dire soit diminuer leur superficie ou faire des aménagements en périphérie pour capter l'eau de ruissellement. Puis finalement, produits d'entretien routier, comme on peut voir sur la droite, les abrasifs, c'est principalement là, de réduire leur application. Donc, on va réduire le potentiel de contamination de l'eau de ruissellement. On va passer maintenant aux bandes riveraines. Une des premières orientations qu'on pourrait utiliser pour tenter d'augmenter la qualité globale des bandes riveraines, c'est une protection accrue en utilisant notamment le pouvoir réglementaire. On sait que déjà nos municipalités, où on va retrouver la majorité de nos lacs sur le territoire, ont adopté un règlement là, qui veille à la protection des rives et à leur végétalisation. Par contre, des fois, étant donné que les municipalités ont des gros territoires, c'est un règlement qui peut être difficile à appliquer en raison d'effectifs ou de ressources ou de temps qui manque. Mais on pense vraiment que ce règlement-là, étant en place, pourrait offrir une protection additionnelle pour la qualité des bandes riveraines. Par la suite, on peut passer par une orientation qui serait l'augmentation de l'acquisition de connaissances. Donc, en ciblant en fait les zones dans les bandes riveraines entre des lacs qui sont dégradés. Pour ce faire, soit l'OBV pourrait faire des relevés, mais également les riverains, donc suite à des formations sur l'indice à utiliser. Donc, nous, c'est l'indice de qualité des bandes riveraines qui est utilisé lors des analyses de phase 2 de caractérisation des lacs. Il pourrait y avoir des suivis plus récurrents. D'ailleurs, c'est les riverains qui le font. Ça nous permet, bien entendu, de savoir là où on doit mettre l'effort en premier lieu sur une bande riveraine de lac. C'est-à-dire là où on va faire nos projets de plantation ou des aménagements lors des prochaines années. Deux autres orientations pour les bandes riveraines. Tout d'abord, revégétaliser, donc des actions concrètes de végétalisation, des projets de plantation. On peut également passer par des programmes de distribution de végétaux dans lesquels c'est les riverains qui vont planter, mais vont avoir accès à des végétaux à des prix quand même compétitifs. Puis souvent, on va leur donner également des conseils adaptés à leur situation, donc pour les guider quand même là, dans leur plantation, dans leur aménagement de bandes riveraines. Finalement, on peut passer par la sensibilisation, l'éducation. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur Internet, un peu partout, sur les bandes riveraines, sur leur gestion, sur leur entretien, également sur quelle espèce de végétaux mettre à quel endroit. Mais quelquefois, c'est juste de mettre les gens en liaison justement avec les bonnes ressources. Donc, ça peut être une manière de procéder. Je pense notamment au site internet banderiveraines.org qui a vraiment une multitude d'informations pertinentes pour l'aménagement des bandes riveraines. Puis, on peut également passer
d'une autre manière pour sensibiliser les gens, c'est-à-dire quelqu'un qui rendrait visite justement aux riverains puis qui ferait un balisage de la largeur réglementaire de leur bande riveraine pour leur montrer, bon, ton 10 mètres s'arrête ici, ton 15 mètres s'arrête ici. Voilà, peu importe si la personne respecte ou pas, mais au moins c'est une prise de conscience vraiment de là où sa bande riveraine devrait arrêter. On passe par la suite à la gestion de l'eau pluviale. Donc, tout d'abord, première orientation, l'augmentation des connaissances. Ça serait de faire des inventaires terrain, des ouvrages non conformes, mais également des ouvrages qui pourraient être améliorés. Donc, localiser des fossés, des gouttières, etc. Ça nous permettrait tout d'abord d'avoir un meilleur portrait de la situation, puis de voir c'est quels comportements justement qui doivent changer. Ce serait des suivis là, qui ressembleraient beaucoup aux analyses de phase 3 qui sont réalisées là, lors du programme de caractérisation des lacs. Également, il pourrait y avoir une amélioration des pratiques individuelles par des actions, des changements de comportement et des actions concrètes des riverains. Donc, on pense notamment à des gouttières qui, au lieu d'être connectées à un drain ou encore d'être connectées à une canalisation qui jette directement dans le lac, pourrait plutôt servir à alimenter un jardin de pluie ou un baril de pluie pour de l'arrosage subséquent. Également, ceux qui ont des petits fossés sur leur terrain, les aménager comme j'en ai déjà parlé, donc avec des seuils ou juste avec de l'arrochement un peu pour ralentir l'eau, la laisser décanter, puis ralentir son pouvoir érodant, justement. Finalement, les résidents qui ont des grands parkings qui sont asphaltés ou des surfaces qui sont vraiment imperméables, pourraient justement faire des aménagements, soit pour diminuer cette superficie-là ou pour récolter l'eau de ruissellement périphérique pour être sûr que ne jette pas directement dans un cours d'eau. Finalement, on pourrait passer par une orientation qui est plus sensibilisation, éducation. Il y a beaucoup de comportements face à la gestion des eaux pluviales des comportements puis des schémas, des concepts qui sont encore assez nouveaux. Donc, ça peut être une avenue intéressante. Il y aurait deux volets dans la sensibilisation et l'éducation. Donc, tout d'abord, un petit peu éduquer les gens sur les effets néfastes d'une gestion inadéquate de l'eau pluviale, mais également donner des exemples concrets de pratiques avec des schémas d'aménagement puis des bonnes ressources. Je pense notamment au guide de gestion des eaux pluviales, là, qui est un document qui est fait par le gouvernement du Québec, qui donne quand même plusieurs ressources. C'est une ressource parmi tant d'autres pour éduquer les gens face à ces concepts-là. Je termine avec le réseau routier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'adapter la gestion du réseau. Différentes manières. L'entretien des fossés. Donc, ce schéma-là présente un peu la manière traditionnelle de faire l'entretien des fossés vs la méthode du tiers inférieur. Donc, dans la méthode du tiers inférieur, ce qu'on fait, c'est qu'on va seulement gratter le fond du fossé en laissant les deux côtés végétalisés. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va entraîner beaucoup moins d'érosion suite à l'entretien des fossés parce qu'il va y avoir beaucoup moins de sol à nu. Puis, comme ça, clairement, on va diminuer nos apports sédimentaires dans l'eau qui va passer par ces fossés-là. Cette gestion adaptée-là, ça peut également passer par une utilisation plus raisonnée des produits d'entretien routier, donc des abrasifs, des sels de voirie dans certaines zones qui sont plus sensibles. Donc, ça peut être lorsque les routes passent justement proche des lacs ou des milieux humides. Finalement, on pourrait également adapter les zones de vitesse à certains endroits là, pour être sûr d'avoir à ne pas utiliser d'abord poussière ou utiliser en moindre quantité. On pourrait également penser que au lieu de passer directement justement à ces actions concrètes, ce serait plutôt de la sensibilisation, de l'éducation qu'il faudrait faire. Donc, travailler un peu en amont. Dans ce cas-ci, là, il y aurait différents
différents partenaires et acteurs qu'il faudrait sensibiliser. Donc oui, bien entendu, les riverains, mais également les gestionnaires de route, également les personnes qui s'occupent directement de leur entretien, donc les gens de la voirie. On peut passer notamment à des discussions avec les gestionnaires sur l'application des cours-routes à certains endroits pour limiter l'épandage d'abrasifs durant l'hiver. Pourrait faire des formations avec les gens de la voirie pour justement leur montrer certaines techniques d'entretien. Je pense notamment à la technique du tiers inférieur. Puis voir avec les riverains si justement ce serait pas plus avantageux de limiter vraiment la vitesse en périphérie des lacs pour ne pas avoir à épandre de la poussière s'ils sont prêts à faire ce compromis-là. Je termine avec notre dernière orientation face au réseau routier, l'augmentation des connaissances. Donc, on sait déjà, bon, de par plusieurs études à travers le monde et le Québec, le Canada, que les sites de voirie peuvent avoir un effet négatif sur les écosystèmes. Par contre, on pourrait, nous, sur notre bassin versant, chercher à documenter davantage des impacts réels de ces selles-là, de ces abats poussières-là sur notre territoire. On pourrait faire des analyses des concentrations de chlorure et de conductivité à différents endroits dans les affluents des lacs, dans certains puits personnels et dans les lacs directement pour voir si les concentrations varient par rapport à des concentrations naturelles. Donc, avant de passer à la période d'échange de questions, simplement prendre quelques secondes pour vous parler des prochains ateliers. La semaine prochaine, on va parler du phosphore. Donc, on va parler, bien entendu, installation septique, engrais aussi. Début novembre, on va parler de l'intégrité des rives et du littoral. Donc, beaucoup de bandes riveraines également, de l'effet de la navigation sur les rives, donc l'effet des vagues, du bâtillage. Et on termine avec des problématiques non abordées. Donc, on est encore très ouvert à des suggestions. Présentement, on penche vers coliformes fécaux et pesticides notamment. Mais bien entendu, on est prêt à ajouter d'autres problématiques. Donc, on va passer maintenant à la période d'échange et de questions. Merci, Alexandre. Donc, normalement, comment on fonctionne, c'est qu'on regarde au niveau du chat s'il y a des questions qui sont déjà là. Voilà, présentement, il n'y a pas de questions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous avez juste à signaler que vous voulez prendre la parole via le chat ou en levant votre main si votre caméra est ouverte. Puis, on va vous donner le droit de parole. Puis, à mesure que des questions rentrent aussi via le chat, on va les exposer à haute voix pour y répondre. Sinon, ben, il y a un premier commentaire, je crois, ou une question là, de Diane. Pour ce qui est de la proposition d'installer des déflecteurs pour minimiser l'érosion, avez-vous des exemples concrets d'associations ou municipalités qui ont utilisé cette méthode? Si oui, est-ce qu'il y a des inconvénients pour l'hiver? Moi, à ma connaissance, sur notre territoire, j'ai pas d'exemple concret. Ça, c'est des méthodes là, qui sont utilisées également pour l'entretien des sentiers de randonnée en VTT ou même pour limiter l'effet des sentiers de motoneige. Donc, je pourrais pas m'avancer sur des effets là, pour l'hiver. C'est sûr que faut pas faire une bosse trop grosse non plus là, pour entraver la circulation, mais c'est vraiment juste d'ajouter une petite bosse là, pour dévier l'eau. Merci, Alexandre. Donc maintenant, Patrick Létard, j'espère que je prononce bien. Quoi faire pour limiter la sédimentation où il y a une plage de sable? C'est une bonne question. Des plages de sable naturel, c'est des situations qui existent. Donc, habituellement, c'est des sites là, où il y a eu de la sédimentation naturelle. Il y a déjà des processus en compte. Ce qu'on peut faire lorsque les plages sont peut-être moins naturelles, quelque chose comme ça, c'est
de ce que j'ai pu lire, là, puis il semble pas y avoir énormément de solutions. Là. On peut installer comme des barrières d'arbustes, c'est-à-dire aménager justement là, des lignes d'arbustes pour limiter l'effet de sédiments, d'exportation de ces sédiments-là, notamment par le vent ou par l'action de l'eau. Donc, faire des différentes lignes qui avancent vers le lac, mais c'est sûr que ça vient un petit peu entraver la plage, mais on peut c'est de faire des aménagements avec des végétaux, de ce que j'ai pu lire sur la situation, mais il semble pas y avoir énormément d'exemples que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je sais pas si Pierre-Marc, tu as pu observer ça sur le terrain. Là. Non, mais c'est ça. Je crois que l'aménagement, des aménagements par les végétaux, c'est un peu dans le même principe qu'augmenter la largeur, si on veut, des bandes riveraines, puis aussi la qualité. Mais on est peut-être dans la réduction de la profondeur de la plage qui pourrait aider. Évidemment, des plages qui doivent être localisées dans des pentes presque nulles et non abruptes. Là. Ça, c'est sûr que ça peut aider. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions à haute voix. Prendre la parole. Soyez pas gênés. Monsieur Constantin? Oui. Oui, j'aurais une question pour vous. Vous parliez de la gestion inadéquate du réseau routier. Dans le cas où une route fait, imaginez-vous un U, dans le bas du U, alors les eaux de ruissellement vont vers le lac et ça produit un dépôt sédimentaire dans le lac. Face à cette situation-là, la végétalisation était impossible quasi parce que c'est de la... Est-ce qu'on doit privilégier éventuellement, je vais utiliser le mot draguer, un fond pour améliorer, ou bien on laisse la sédimentation accumuler au fil des ans? Du côté du lac, je veux dire, parce que de l'autre côté de la route, c'est le milieu humide. C'est comme un déversoir. Bonne question. Je ne sais pas si, Alexandre, tu veux commencer, puis je termine avec un complément de réponse. Oui, c'est ça. J'ai un peu de la misère là, à me visualiser complètement l'espèce de U là, qui mène justement au lac. La route va faire... c'est à l'extension du U ou il y a la rencontre avec la rive? C'est ça, c'est que nous, on a un chemin qui descend et qui remonte, et dans le creux du U, ça se trouve à déverser du côté du lac et du côté de l'autre bord. Dans le bas du U, il y a un déversoir, l'apport du milieu humide qui se déverse dans notre lac, au lac à Persaud. Alors, je me demandais, parce qu'à la longue, ça s'est accumulé du côté du lac, la sédimentation dans le fond du lac comme tel. Est-ce qu'on devrait privilégier une forme de dragage? Parce que la végétalisation est quasi impossible. C'est un enrochement non naturel. Donc, qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce qu'on garde une pente plate? Est-ce que c'est mieux d'avoir une forme de sédimentation plus planche pour améliorer la décantation, comme vous disiez, le repos des sédiments? Il faudrait que je voie vraiment la configuration pour être sûr de ce que j'avance, là, mais c'est sûr que je pense qu'il faudrait penser à peut-être à des solutions pour diriger l'eau où on voudrait qu'elle aille pour minimiser le ruissellement de surface là, pour limiter justement ces apports-là. Je ne sais pas si il pourrait pas y avoir justement application dans ces... Parce que là, vous me dites qu'il y a des petites pentes, là, donc sur le principe des déflecteurs, y aller en mettant des déflecteurs qui vont diriger l'eau d'un côté où vous pourriez aménager un petit fossé routier qui va bifurquer vers, vous pouvez faire un petit bassin de sédimentation, une petite baisseur qui va récolter une partie des sédiments. Mais là, vite comme ça, là, c'est assez complexe comme situation. C'est sûr que après ça, d'y aller avec de la végétalisation, même sur de l'enrochement, des fois, on est capable quand même de faire pousser certaines espèces. Là, je pense à des zones là, qui vraiment vont pousser à peu près partout. Ça serait aussi une autre option. Là. Mais vite comme ça, faudrait, si vous voulez qu'on s'en reparle, Monsieur Leclerc, peut-être m'envoyer des photos, là, puis on pourra peut-être avoir une meilleure idée et une meilleure solution pour cette situation-là. OK, un gros merci. Ouais. Je vais faire ça. Merci. Parfait.
Oui, en complément d'information, c'est sûr qu'on va toujours tenter d'éviter autant que possible le dragage en milieu aquatique. Donc, si les superficies sont assez grandes, je pense que l'aménagement d'un bassin de sédimentation qu'on peut draguer, qui n'est pas dans un milieu humide ou hydrique, peut être peut-être privilégié, mais il faut voir, là, c'est un cas d'espèce très précis, donc c'est au cas par cas, mais c'est sûr qu'il y a des solutions là, à cette OK, problématique. d'accord. Merci, M. Constantin. Ça fait plaisir. Il y a quelques questions qui sont rentrées là, via le chat. Est-ce que je t'ai rendu? Plage de sable. Donc, José Bélanger là, qui demande s'il existe des normes du genre ou du style ISO que les municipalités ou leurs fournisseurs doivent respecter pour l'entretien des routes. Au niveau de la gestion de l'entretien des fossés, pour ce qui est des municipalités de notre territoire, moi, j'ai pas la connaissance. Je ne sais pas si Pierre-Marc ou Pierre auraient des éclaircissements à ce niveau-là. Moi, j'en ai pas là, au niveau des normes ISO. C'est sûr qu'il y a des guides de bonne pratique qui existent. Là, toujours de la formation, là, comme Alexandre le disait tantôt, là, qui peut être fait à ce niveau-là. Ça m'étonnerait là, pour les normes ISO, mais on pourrait vérifier. À moins que Pierre ait une contre-proposition à. Non. Donc, Je pense qu'on pourrait vérifier. Puis, exactement, peut-être. Puis c'est Mme Bélanger qui a inscrit ça. Peut-être juste Oui. inscrire votre courriel Oui. dans le chat, puis on va vous envoyer une réponse plus complète là, après des recherches. Oui. En fait, c'est que pour préciser ma question, c'est que quand je vous écoutais puis que vous disiez normalement là, au niveau du nivellement des routes, moi, je demeure au lac Héroux, là. Donc, quand on sait qu'il devrait y avoir une petite pente là, qui s'en va vers le fossé extérieur au lac, je me dis les municipalités, normalement, quand ils font l'entretien des chemins, ils devraient être au courant de ça, là. Est-ce que j'ai raison de croire que normalement, ils devraient être au fait de ça, là? On ne devrait pas se soucier est-ce que la pente est bonne ou pas, ou s'il faut faire des vérifications? Je pense que c'est toujours bien de faire ses propres vérifications. C'est sûr que les gens qui s'occupent de la voirie sont formés pour ça, mais quelquefois, il faut adapter notre gestion des routes par rapport à ce qui est des routes asphaltées puis des routes gravelées. Puis c'est là où je pense que des fois, il n'y a pas nécessairement une grosse adaptation qui est faite par les gens de la voirie qui s'occupent davantage des routes asphaltées. Fait qu'il faut quand même faire nos devoirs en tant que résidents citoyens. Puis des fois aussi, les municipalités vont passer par des entrepreneurs privés pour faire de l'entretien. Donc, puis il peut y avoir beaucoup de roulements d'année en année. Donc, faut quand même regarder ça. Je me souviens à l'époque où je travaillais à Québec dans le coin du lac Saint-Charles, ma directrice générale avait fait des formations justement pour les entrepreneurs qui faisaient l'entretien des routes pour l'épandage des selles de voirie, puis différentes techniques. Puis ça avait été super bien reçu parce que justement, il y avait beaucoup de ces gens-là qui n'étaient pas nécessairement conscientisés complètement là, à tous ces enjeux-là. Donc, je pense que c'est vraiment bien quand même de faire une contre-vérification pour de noter ce qui fonctionne moins bien. OK, merci beaucoup. Donc, j'imagine que ça répond à la deuxième question là, que vous avez soulignée concernant à qui revient là, d'évaluer la condition des fossés, évaluer l'état des routes. Oui, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Ensuite, on a Yves Desauniers qui demande j'ai manqué la présentation sur la biodiversité, est-elle disponible sur YouTube? Pas présentement, mais elle va l'être très prochainement. Donc, on a juste un découpage à faire, puis le mettre en lien sur YouTube, mais on va vous envoyer un lien à tous ceux qui sont inscrits à notre infolette. Puis normalement, on diffuse via nos différentes plateformes
la mise en ligne d'informations, dont des vidéos. Ensuite, on a Simon. Si on regarde seulement l'effet de l'érosion et l'apport de sédiments, est-ce mieux un chemin gravelé ou un chemin pavé? On parle d'une surface complètement imperméabilisée dans ce cas-ci. C'est une bonne question. L'avantage avec le chemin qui est complètement pavé, c'est qu'au moins, c'est pas une source supplémentaire de sédiments, de contamination. Après ça, par contre, faut justement bien gérer le ruissellement que ça va provoquer parce que ça va en provoquer beaucoup. Puis gérer justement les produits qu'on ajoute sur cette route-là. Lorsqu'on peut le faire, je pense qu'une route pavée peut être combinée avec des fossés routiers qui sont bien aménagés. Je pense que ça peut être une bonne avenue, mais c'est sûr qu'il y a des endroits là où on peut pas amener nécessairement la machinerie et tout pour aménager ça. Donc, dans ce cas-là, faut se tourner vers les routes gravelées, puis juste, je pense, adapter nos comportements puis nos pratiques. Mais j'aurais un penchant vers la surface pavée, même si je pense que les deux vont présenter des aspects positifs et négatifs. Fait que c'est une bonne question, c'est un choix déchirant. Mais je pense que pour l'entretien, la surface pavée va être plus avantageuse. Okay. On a fait le tour des commentaires, des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir à vive voix. On a Jocelyn Melançon. Est-ce qu'il existe présentement une réglementation concernant la distance minimale entre une route et un plan d'eau, interdisant l'épandage d'abrasifs hivernal et d'apopoussière en période estivale? Super bonne question. À ma connaissance, non. Je ne sais pas si Pierre-Marc, tu peux me contredire sur la question, là, mais j'ai pas vu de telle réglementation. Puis c'est quand même encore assez d'actualité, là, justement, l'effet des abats-poussières puis des abrasifs, un peu moins des abrasifs, là, mais des sels de voirie sur les écosystèmes. Donc, la réglementation, non, c'est vraiment davantage des bonnes pratiques qui vont être utilisées là, par les municipalités, comme je parlais, là, l'adoption des coroutes à certains endroits. Puis je sais qu'il y a des camions qui peuvent réguler justement leur rapport en sel de voirie puis en abrasif. À différentes parties là, dans leur parcours là, lorsqu'on l'entretient. Par contre, ça semble être assez coûteux là, d'ajouter cette technologie-là. Là, fait que je sais que ça existe. Ça peut être une option, mais c'est assez nouveau là, jusqu'à présent. Il y a José Bélanger qui a une question. Ben oui, encore moi. J'ai beaucoup de questions ce soir. Je voulais savoir, vous avez parlé qu'au niveau de la gestion des eaux du lac, ce qui est bien, c'est de ne pas rester uniquement au niveau de notre lac, là, mais de voir l'environnement autour, c'est-à-dire les bassins versants, les eaux qui se déversent un dans l'autre. Est-ce qu'il existe un site où comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la cartographie là, pour voir de quelle façon les eaux circulent dans des lacs en particulier? Je laisserai peut-être Pierre-Marc compléter la question parce que c'est pas mal bon en cartographie et en analyse géomatique. Nous, on a des cartes interactives là qu'on fournit justement sur le site de l'OBV où déjà vous pouvez voir une partie du réseau hydrographique, donc les principaux affluents des lacs. Mais à l'échelle plus fine, je ne sais pas si on pourrait avoir toute l'information. C'est une bonne question. Je ne sais pas si Pierre-Marc... Oui. Pour compléter, en fait, c'est sûr que pour différents lacs, là, tantôt on parlait des phases là, 1, 2, 3.
Donc, en troisième phase, là, on va voir de plus en détail ce qui se passe au niveau du bassin versant. Pour l'instant, la méthodologie qui est appliquée, c'est une méthodologie qui est plus ponctuelle. Donc, on identifie, on localise des problématiques, mais de façon ponctuelle, donc un point sur une carte. Il y a moyen d'aller de raffiner ces analyses-là par ce qu'on appelle des traitements de géométrique, donc avec des éléments cartographiques. C'est un peu plus compliqué à faire. C'est faisable. Peut-être qu'on va aller là. Il y a il y a des organismes de bassin versant qui ont développé une expertise là-dedans. Donc, qui pourraient. Il y a des éléments à aller chercher là, dans d'autres organismes de bassin versant qui seraient peut-être plus visuels, peut-être plus raffinés, mais déjà, avec les analyses qu'on fait au niveau des bassins versants, on a déjà une bonne idée là, de ce qui se passe. Tant les déterminer où sont les hotspots, là, si on veut, excusez-moi le terme anglais, l'érosion. Donc, tu sais, il y a les ponceaux qui sont analysés. Effectué, ouais. Ouais, au niveau de c'est sûr qu'un ponceau qui est bien installé, bon, va être correct pour quelques années, mais à force d'âge, évidemment, l'érosion qui va venir. Donc, c'est sûr que les analyses qu'on fait actuellement nous permet quand même d'aller chercher beaucoup d'informations. Les rapports qu'on produit, ben, évidemment, il y a des produits cartographiques qui viennent avec, qui sont un peu plus visuels. Comme je dis, il y a moyen d'aller de façon plus détaillée. Évidemment, ça amène des coûts supplémentaires. Donc, c'est toujours une question de budget, là, mais sachez que c'est possible. Puis avec toutes les informations qu'on a de plus en plus, évidemment, la technologie qui s'améliore, ça réduit le coût de telle analyse, ça c'est sûr. OK. Merci beaucoup. Pour faire du pouce un peu là, sur ce que Pierre-Marc a dit, lorsqu'on fait nos analyses de phase 3, lorsqu'on va identifier vraiment les causes de perturbation, il y a une analyse habituellement là, des principaux affluents du lac. Donc, on va aller faire quelques tests sur la qualité de l'eau. Ça nous donne un meilleur indice là, à savoir quel affluent pourrait le plus participer à la dégradation, à l'eutrophisation du lac. Donc, ça nous donne des pistes de plus d'investigation, à savoir sont où les causes de problème. OK. Merci. J'ajouterais à ça, excuse Alexandre, est-ce qu'on m'entend quand je parle? Oui, OK. C'est que quand on fait l'analyse en phase 3, on fait aussi, ça a été fait pour tous les lacs de Saint-Élie, une espèce de carte, parce que vous parlez de carte dans votre question, Madame Bélanger. On fait une carte du bassin versant du lac, jusqu'à partir où les eaux s'écoulent vers le lac. On fait une analyse de superficie en nombre de kilomètres carrés, en nombre de puissance de la quantité d'eau qui rentre dans le lac, les entrants, les sortants. On fait même une analyse de la quantité de phosphore qui est générée par tous ces mouvements-là à l'intérieur du bassin lui-même. Puis sur chaque analyse de lac, si vous allez sur le site de l'organisme à rapport, on pourra mettre dans le bilan de la rencontre d'aujourd'hui le lien vers les rapports. Partout, vous allez voir phase 3. Dans chacun de ces rapports-là, pour chacun des lacs, la carte en question s'y trouve avec le portrait complet du bassin versant, son étendue, les affluents dont parlait Alexandre, etc. Puis la quantité d'eau qui s'écoule là-dedans à chaque année. Puis on fait même une analyse de rapport entre la grosseur du lac puis le pourcentage de l'ensemble du bassin versant. C'est qu'un bon rapport, c'est que le bassin soit 12% plus grand que le lac, mais il y a des fois où le bassin est 125 fois plus gros que le lac, comme le lac Saint-Jean. C'est pour ça que le lac Saint-Jean est si problématique. Fait que toutes sortes de données comme ça, mais la question de cartographie existe. Et nous, quand on les parle, les cartographies comme telles, on part à l'OBV, on achète des droits, ce qu'on appelle les orthophotos. Sur les orthophotos, on est déjà capable de faire des analyses et de bandes riveraines, et de pentes, et d'écoulement d'eau. Puis après ça, quand on fait l'analyse spécifique pour un lac, on est capable, en observation visuelle, de déterminer ce qu'on appelle la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire le point à partir duquel l'eau se déverse vers le lac, et non pas ailleurs. C'est à l'aide de toutes ces données-là qu'on produit la carte pour chacun des lacs. Merci beaucoup, M. Deshaies. Merci Pierre. Puis Merci. juste pour compléter, là,
Dans le fond, là, c'est sûr qu'on parle à grande échelle, mais dans certains projets, on va au niveau résidentiel. Donc, on peut produire un diagnostic résidentiel de gestion des eaux pluviales et des problèmes d'érosion. Donc, évidemment, c'est du cas par cas avec chaque résident. Mais si jamais la demande est là, il va y avoir moyen de faire un tel projet. On le fait déjà en milieu agricole, donc pourquoi pas en milieu lacustre. Donc, oui, voir à grande échelle les différentes problématiques, mais au niveau plus concret, au niveau de l'action, évidemment, il y a un accompagnement qui peut être fait, des diagnostics au niveau résidentiel. Peut-être que ça passera par les plans directeurs de lac, mais donc il y a moyen, comme je dis, de voir à grande échelle pour prioriser des secteurs, mais ensuite on peut aller à plus petite échelle. Sinon, Alexandre, présentement dans le chat, a mis le lien vers les rapports là, donc sur notre site web. Exact. Puis on pouvez va cliquer dessus, ajouter aller voir. aussi le lien vers, il existe des ouvrages, là, guide de gestion environnementale des fossés, guide de gestion de voirie routière. Fait qu'on mettra les références dans le rapport. Il existe des beaux guides en couleur qu'on peut offrir à nos gestions municipales. Puis sur la base desquelles ils donnent aussi des formations dont parlait Alexandre, à partir de ces outils-là qui ont été pour la plupart développés au rappel, le regroupement des lacs de l'Estrie, là, qui est à l'origine des bassins versants depuis 20-25 ans. Je reviendrai en complément là-dessus tantôt quand je vais poser une question sur les chemins, puis bon, le suivi municipal. Bon, Pierre Alexandre a répondu. D'habitude, les gens de voirie savent, mais des fois, il y a un problème de gestion de personnel, de suivi des travaux, puis de sous-contractants. Alors, ça résume bien le problème entier. C'est que les guides des bonnes pratiques existent depuis au moins 50 ans. Le savoir-faire est clair pour à peu près chacune des situations. Mais j'ai observé, par exemple, c'est parce qu'on a deux gens du Laclon, là, ce qu'on appelle le Ponceau-Baudry, pas loin de chez moi. Il y avait 10 choses à faire là, spécifiques pour respecter l'environnement. Les 10 choses ont été faites, mais aucune de la bonne manière. Oh, Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à les faire, les 10 choses, mais il n'y en a pas une qui a été faite adéquatement, faute de connaissances, faute de suivi, puis problème de compréhension du savoir-faire et de transmission aux employés subalternes qui font la job. Alors, des fois, c'est décourageant, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, il y a une volonté qui est comme ancrée dans les municipalités de faire mieux. Ce qui manque, c'est l'encadrement. Ce qui manque, j'en parlais la semaine dernière, puis c'est aussi ça, c'est-à-dire, dans le fond, les associations, nos municipalités ont besoin de soutien. Et puis les associations comme pour être comme les yeux des bonnes pratiques. C'est pas obligé d'être un ingénieur en gestion des travaux routiers pour avoir le petit guide de gestion des fossés routiers, en se promenant, voir si c'est correct ou pas. Et après ça, porter plainte à la municipalité, ça peut être le rôle d'une association, parce qu'ils ont besoin de ce suivi-là, parce que le territoire est grand, puis souvent, il y a juste une personne pour voir à tout ça. Puis l'ingénieur de la MRC, mais dans le cas du Ponceau-Baudry au Laclon, mais il y avait 3 travaux en même temps dans 3 municipalités. Il n'était pas capable de se promener d'un à l'autre pour faire le suivi. Les entrepreneurs sous-contractants en profitaient pour finir le travail pendant que lui était pas là, puis d'être pour voir ce qu'il y avait en dessous, alors de sorte que c'était mal fait. Mais il n'y avait pas nécessairement de mauvaise volonté. Il y avait un problème de devis, de suivi de devis et de suivi des travaux. Voilà. Ça devient un travail d'équipe, là. Exact. Fait que dans le fond, pour qu'une municipalité fonctionne bien dans sa gestion des milieux riverains, il faut une espèce d'approche systémique concertée entre l'ensemble des intervenants, un regroupement d'associations, se promener avec les yeux du lac, la formation continue à peu près à tous les gens concernés. Alors, sensibilisation, information, oui, mais comme ça fait 50 ans qu'on sait comment ça doit être fait, à un moment donné, il faut aller plus loin qu'informer, sensibiliser. C'est un bon point. Merci. Oui, c'est ça, comme Pierre l'a dit, c'est sûr que les riverains, les associations de lac peuvent servir d'observateurs, si on veut, là, des bonnes pratiques.
dans le cas de l'organisme, avec les différentes études qui ont été faites au niveau des lacs et des bassins versants, le but est surtout d'avoir une image, donc d'avoir une photo des problématiques du territoire à un certain moment. Mais pour du suivi de façon continuelle, c'est sûr que notre organisme ne peut pas se charger de faire cette réalisation-là. Mais il y a toujours de l'accompagnement qui peut être fait sans problème. Il n'y a plus de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient faire un commentaire ou poser une question, discuter à vive voix. Oui, moi j'aurais un commentaire ou une question, c'est par rapport à la question de M. Mélenchon par rapport à la réglementation qui existe là, par rapport à la distance minimale entre le lac et la route, puis la botte poussière. C'est des conversations là en tout cas chez nous, dans mon coin, ça se parle beaucoup. Et je me rends compte, parce que mes connaissances sont limitées. Donc, tu lis une chose, tu entends un commentaire, et là, je vois qu'il y a comme deux parties. Hein? Oui, pour la botte poussière, non pour... Où est-ce qu'on peut trouver l'information juste pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions par rapport à qu'est-ce qui est le mieux? Là, parce que là, si on me dit... Il y a des lectures que j'ai faites qu'il y en a qui disaient, bon, il existe telle chose, telle personne au ministère de l'Environnement a dit telle chose, il existe des documents. Je pense qu'il y a aussi une question de ceux qui ont leur puits artésien près de la route. Ça aussi, je pense que c'est problématique. Mais en tout cas, si vous pouvez me démêler un petit peu dans ça, là. C'est une bonne question, là. Pour ce qui est de l'effet des sels de boirée, ça a été étudié, ça fait longtemps, la connaissance est là. Pour ce qui est des abats poussières, là, des études avec des études complètes sur les effets et tout, il y en a pas tant que ça. Il y a pas énormément de sources fiables. Faut se tourner, bien entendu, vers des sources canadiennes, si possible. Des sources universitaires ou des sources du gouvernement du Québec ou du Canada. J'ai beaucoup cherché justement en montant notre atelier. Puis de ce que j'ai pu voir, c'est que bon, les principaux abats poussières, ça va être du chlorure de calcium ou de magnésium. Ça, c'est des produits qui vont se lessiver beaucoup. Donc, qui vont être capables de percoler dans le sol, puis justement rapidement atteindre l'eau souterraine, notamment l'eau des puits. Donc, il y a une problématique de contamination. Par la suite, par contre, des chlorures à des concentrations infimes, ça cause pas nécessairement de problème pour la santé humaine. Il faut quand même avoir des concentrations élevées qui sont rarement atteintes. Ça, faut quand même le mentionner. Par contre, est-ce qu'on veut justement se rendre là dans quelques années, puis se rendre compte que OK, là, on a dépassé un point de non-retour? C'est là où ça devient complexe. Puis également, c'est que les chlorures, c'est des produits très stables, donc ils ne seront pas nécessairement biodégradés, ils vont être persistants dans nos écosystèmes. Donc, c'est une bonne question. Pour les abats poussières, c'est pas facile de trouver des sources fiables. J'en suis conscient, j'ai eu le même problème lors de mes recherches. Je savais qu'il y avait un effet négatif, mais d'être capable de le comptabiliser, là, puis de sortir des statistiques, c'est pas évident. Donc, comme je vous dis, je pourrais toujours vous envoyer les quelques... Vous pouvez peut-être mettre votre adresse courriel là, dans le chat. Je vous enverrai les quelques ressources que j'ai utilisées pour monter l'atelier. Il y a Santé Canada, je crois, puis il y a quelques sources qui nous proviennent du gouvernement du Québec, mais c'est davantage pour l'exposition au chlorure que vraiment, en tant que tel, des abats poussières. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Sur le même sujet, juste pour pousser dans la MRC, est-ce que les autres municipalités, disons à Saint-Élie, peut-être M. Deshaies pourrait nous en mentionner, est-ce que la bas poussière est étendue tout autour des lacs des autres municipalités? Quelles sont les approches de ce côté-là? J'ai pas entendu beaucoup. J'ai entendu à Saint-Élie, à Bas-Poussière. Oui. Bon, ils s'approvisionnent chez Somavrac, ils font attention à la teneur,
Puis on a, depuis une dizaine d'années, avec le gérant de voirie, faut gérer le besoin, la pression des gens qui veulent pas de poussière versus ceux qui veulent protéger l'environnement. Alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est que pour la même quantité qu'on appliquait avant, on en met moins, on fait 2 épandages. Fait que c'est la même quantité annuelle, mais avec 2 épandages, il y a beaucoup moins de poussière. Fait que, tu sais, il y a des tentatives comme ça d'améliorer, pas augmenter le problème, pour donner satisfaction aux gens, parce que quand on arrive à une période de sécheresse, il n'y a pas de pluie, puis il n'y a plus de la poussière, mais les gens sont comme 2 mois, sont incapables d'ouvrir les fenêtres. À un moment donné, il faut gérer ça aussi. Fait que chaque lac a ses caractéristiques, chaque pente a ses caractéristiques. Puis là, ben, c'est de voir, à créer un dialogue, on revient toujours à ça, entre les usagers, le besoin, puis voir avec la municipalité. Les autres sont bien prêts à essayer de satisfaire les gens, mais il faut arriver à organiser. Puis, etc. Fait qu'au Laclon, entre autres, ben, c'est ça, il y a 2 épandages pour la même quantité annuelle plutôt qu'un gros. Fait que, mais, etc. C'est toujours une négociation. Par contre, si, je ne sais pas, ça fait plusieurs années que vous le faites, est-ce qu'il y a eu des études par rapport à la qualité de l'eau? C'est quoi les effets négatifs qu'il y a eu? Ben, nous, on a l'avantage que c'est assez loin dans la plupart des lieux alentour du lac pour pas être trop dommageable, mais des études, non, il n'y a pas d'argent pour ça. Fait que là, faudrait que la municipalité, exemple, si un regroupement d'associations exigeait des études pour montrer ou démontrer l'innocuité ou la non-innocuité des selles de voirie et ou des abats poussières, ben là, ça mettrait une pression sur la municipalité pour qu'ils acceptent de payer pour ça. Mais quand il n'y a pas de pression, ben c'est qu'il y a des sommes X en argent, et l'argent en va à ceux qui crient le plus fort pour l'avoir, malheureusement. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a, bon, en tout cas, ça crée un climat, même si je connais pas beaucoup de monde, on le sent sur le site de l'association, là, que ça crée un climat tendu, mais en même temps, entre le bien-être immédiat de notre confort présentement, pas avoir trop de poussière, et l'impact que ça peut avoir dans 10 ans, on sait bien là, que l'environnement commence en tout cas, je suis bien contente de ça, commence à prendre plus de place un petit peu là, avec tout ce qui se passe. Les gens sont peut-être plus conscientisés, donc je trouve ça important de prendre le temps de prendre les décisions, mais c'est touché aussi là, pour toutes les raisons que vous avez nommées. On va continuer de réfléchir parce que est-ce que plusieurs associations ensemble peuvent réussir à mettre la bonne pression pour avoir les études qu'il faut? La réponse, c'est probablement que oui. Exemple, tantôt, Alexandre, dans sa présentation, disait, bon, Saint-Mathieu, Saint-Élie, Saint-Boniface ont un règlement de revégétalisation des rives. On est 3 seuls sur 17 municipalités. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est parce que j'ai monté le regroupement des lacs de Saint-Élie. Je me suis associé au regroupement des lacs de Saint-Mathieu. On a fait front commun, 3 municipalités ensemble. Mais c'est 15 associations face à 3 municipalités. On a tenu notre bout pendant 1 an. Fait qu'au bout de l'année, ils ont accepté que je rédige un règlement qui a été adopté. Puis là, cette année 2020, c'est en 2008 ce règlement-là. 12 ans plus tard, Saint-Alexis vient accepter d'embarquer là-dedans. Mais c'est 12 ans plus tard. Mais il faut comprendre que ça, nous, ce qu'on a fait en 2008, c'est qu'on a eu un facteur conjoncturel des algues bleues dans les lacs de 3 municipalités, ce qui a alarmé les municipalités, leur a fait comprendre que ça se peut qu'il y ait des problèmes environnementaux. C'est pas parce qu'une eau, tant qu'une eau est limpide, à apparence d'être sans problème, ils voient pas qu'il y a un problème potentiel. Alors, le principe de précaution n'existe pas auprès d'eux. Alors, on a eu le facteur déclencheur, les algues bleues, qui nous a permis d'agir, d'adopter un règlement. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce règlement-là, 2008, la politique de protection des rives, à date depuis 1987, est obligatoirement en vigueur depuis 87. Les règlements municipaux qui disent minimum 10 à 15 mètres de bande riveraine, c'est obligatoire depuis 81. On est rendu en 2020, puis dans notre municipalité, pas la municipalité, dans notre MRC où il y a 17 municipalités, il y en a juste 2 qui donnent des avis d'infraction sur ce règlement-là. Fait qu'on est, tu sais, à un moment donné, ça prend une pression
pour les forcer à, comment dire, à adopter, gérer les règlements tels que ça doit être, même si ça met du monde à dos, parce que c'est la sensibilisation information, ça a ses limites. Puis, m'emmener pour faire bouger des gens, mais il faut qu'il ait peur d'avoir une amende, malheureusement. Okay. C'est comme ça. Merci. J'aurais une autre question, un petit peu. Les ateliers que vous faites, c'est super intéressant. Est-ce que, bon, les sondages, puis vous parlez de peut-être d'avoir des gens qui viennent nous visiter puis nous aider pour les bandes riviennes et tout ça. Y a-t-il du financement ou tout ça vous amène à monter un dossier pour avoir du financement pour tout ça? Comment ça fonctionne? Je peux répondre, Alexandre? En fait, les deux. C'est sûr que quand on voit qu'il y a une demande, puis que la demande est généralisée, puis c'est un peu le but de la démarche actuelle. Et si les gens sont intéressés à avoir, par exemple, l'information supplémentaire sur les abats poussières ou ce qui les intéresse des projets de plantation, c'est des actions qu'on inscrit au plan directeur de l'eau. Puis quand c'est inscrit au plan directeur de l'eau, évidemment, ça nous donne accès à du financement supplémentaire. Puis nous, en tant qu'organisme sans but lucratif, évidemment, on a accès à du financement que vous n'avez pas en tant que citoyen ou résident. Les municipalités ont accès des fois à d'autres financements, donc normalement, on va essayer de faire des montages financiers. Mais pour partir un projet, évidemment, ça prend une demande du milieu. C'est le but là, des ateliers d'avoir vos préoccupations. Je reviens toujours à ça, mais si jamais vous produisez un plan directeur de lac avec des actions plus précises, il y a peut-être un peu plus de concret, mais comme je dis, s'il y a une demande pour une action ou l'autre, une réalisation, puis si c'est une démarche qui est concertée, s'il y a beaucoup de gens qui veulent adhérer à la démarche, ça nous donne plus de chances d'obtenir le financement. Parce que quand on est à la recherche de financement, il y a quand même une concurrence avec les autres organismes de bassin versant, les autres organismes de façon générale, les autres SBL. Donc, le but, c'est d'avoir des bons projets bien solides, puis normalement, le financement suit. Merci. Mais j'aurais le goût d'ajouter là-dessus ce que Pierre-Marc dit est juste. C'est ça le rôle de l'OBV comme tel. C'est de faire un portrait, un diagnostic, proposer des actions. Puis quand il y a une concertation en arrière d'action à promouvoir, ça donne des chances d'avoir des subventions ou d'amener les municipalités à accepter de contribuer à la mise en œuvre de ces actions-là. Fait que ça, oui, effectivement, c'est possible. Et si on prend, par exemple, les trois municipalités dont je vous parlais tantôt, Saint-Boniface, Saint-Mathieu, Saint-Élie, on a fait une tournée de toutes les bandes riveraines en 2008-2009. C'est des municipalités qui ont financé ça. Moi, j'ai encadré des étudiants parce que dans le temps, l'OBV n'existait pas sur le territoire. On a formé des étudiants à faire ce suivi-là. Puis après ça, ils sont allés sur chaque terrain mettre ce qu'on appelle une affichette de bande riveraine pour dire à la personne, regardez, c'est jusqu'ici votre rive à protéger, informer, sensibiliser là-dessus. Mais tout ça avec faible coût, c'est-à-dire ça nous coûtait 5 000 $ par étudiant par été pour 3 municipalités, ce qui est pas cher. Puis ça a fait la job aussi. Fait que l'idée, c'est faut que ce soit concerté, faut que ce soit documenté. Et face à ça, les municipalités, à un moment donné, ils peuvent plus reculer. Mais il faut une action concertée. Merci Pierre pour le complément d'information. Dans le chat, il y a Yves Desauniers qui se demande si pendant la réunion, il y a des participants qui ont perdu le signal. Je sais pas s'il est le seul ou ça a coupé un peu. Sachez que c'est enregistré, donc si vous avez perdu des parties là, des discussions, comme je disais, la vidéo va être rendue disponible dans les prochains jours sur YouTube, puis le lien va être diffusé à travers l'infolettre. Puis un peu plus tôt, on parlait d'avoir de l'information peut-être concentrée là, sur les différents guides qui existent. Comme Pierre le mentionnait, on va pouvoir rajouter des liens vers les différents documents dans le compte-rendu de chaque atelier, donc qui va vous être soumis. Donc, vous allez au moins avoir pour chaque problématique qui a été traitée, la documentation qui est utile à savoir.
Donc ça va venir éventuellement dans, je dirais pas dans quelques jours, mais quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Le but, c'est ça, c'est de discuter. Hein? Nous, ça nous permet de voir des fois ce qu'on ne voit pas de nos bureaux. Donc, tu sais, oui, quand on parle de portrait diagnostic au niveau du territoire, souvent, on commence avec l'information qui est disponible. Il y a nos différents partenaires. Mais évidemment, pour ce qui est des observations plus ponctuelles, le fait de discuter avec les différents acteurs de l'eau, dont les riverains, mais ça nous permet d'avoir une information supplémentaire à rajouter dans nos plans directeurs de l'eau, dont la fameuse problématique là, des appâts poussières. Si personne n'a d'autres commentaires ou de réflexions à apporter, on va y aller avec le sondage. Donc, je vais laisser Alexandre vous expliquer les différentes questions qui vont vous être soumises. Donc, merci Pierre-Marc. Pendant que justement Pierre-Marc va télécharger le sondage, je vous explique rapidement, ça va être assez simple. La première question concerne votre usage principal que vous souhaitez pour votre lac, donc soit davantage de la pêche, de la baignade, de la navigation sportive. J'ai remarqué là, qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui avaient déjà assisté au premier atelier. Ça, c'est une question qu'on va poser à chacun de nos ateliers. Donc, ceux qui ont déjà répondu, simplement passer cette question-là comme ça, on ne biaisera pas trop nos résultats finaux. Par la suite, les questions, la deuxième question, ça va être davantage sur, je vous ai présenté 4 causes principales d'apport sédimentaire. Puis, ça va être de décider parmi celles-ci laquelle que vous pensez que vous avez le plus un rôle à jouer ou un effet soit positif ou négatif. Donc, seulement une de ces, je pense qu'on avait marqué, on avait marqué 2. Donc, les 2 causes principales sur lesquelles vous pensez que vous avez le plus d'effet en tant que riverain. Par la suite, ça va être des questions là, qui vont toutes se ressembler. Donc, on vous présente une cause d'apport sédimentaire, donc par exemple le ruissellement. Puis après ça, vous avez les différentes orientations qu'on vous a présentées pour tenter de solutionner le problème. C'est de choisir celle qui, pour vous, là, a un impact le plus important pour tenter de diminuer les effets négatifs ou de solutionner le problème. Puis, on va terminer ça tout simplement en vous demandant de quel lac et de quelle municipalité vous êtes, si vous êtes riverain de lac, puis si c'est pas le cas, ben simplement rien inscrire ou inscrire vos informations. Donc, on va vous laisser remplir le sondage. Je pense qu'on va nous aller avoir 10 minutes pour répondre à ça. Au total, on a 7 petites questions. Donc, j'ouvre le sondage à l'instant. Il devrait apparaître à votre droite. Dans le fond, sous le chat. Si ce n'est pas le cas, vous voyez là, en bas à droite là, de l'écran, il y a participants, il y a comme différents onglets, participants, chat, puis les 3 petits points. Donc, si jamais vous ne voyez pas le sondage apparaître, vous pouvez aller le rechercher à partir de cette option-là. Donc, c'est un 10 minutes que vous avez là, pour répondre au sondage. Évidemment, un sondage qui nous apporte une certaine information plus quantitative, mais évidemment, toutes les préoccupations, tous les commentaires que vous avez soulevés lors de l'atelier est pris en note et on en tiendra compte là, pour la suite des choses, la suite de la démarche. Puis, les ateliers sont un des mécanismes que nous, on utilise là, pour consulter les différents acteurs de l'eau. Mais évidemment, on a des bonnes discussions aussi avec les différentes associations de lacs. Donc, c'est des contacts plus directs qui nous permettent d'aller chercher d'autres informations ou d'autres préoccupations. Sinon, en faisant le sondage, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut y répondre pendant que vous remplissez le sondage. Résultats aussi de sondage qui vont être diffusés à travers les bilans de chaque atelier. Donc, on va avoir là, évidemment le compte rendu de chaque rencontre, les résultats de sondage, les préoccupations
principale, puis évidemment toute la documentation qu'on va vouloir vous partager pour chaque problématique spécifique. Exactement, Bernard. Puis également, souvent, là, on a des questions à lesquelles on répond de manière quelquefois fragmentaire. Fait que on inscrit ces questions-là dans le compte-rendu, puis on tente de fournir une réponse qui est un peu plus complète, là. Donc, si vous trouvez qu'on a répondu de manière incomplète à votre questionnement, ben, vous irez voir là, dans les comptes-rendus lorsqu'ils vont être disponibles. Vous allez voir là aussi en répondant au sondage, évidemment, vous êtes forcé de choisir certaines réponses. Toutes les réponses sont bonnes aussi. Nous, ça nous permet des fois de prioriser certaines actions, mais un n'empêche pas l'autre. Donc, comme je dis, ça nous permet de prioriser certaines actions, concentrer les efforts pour certaines problématiques. Mais on reste exhaustif au niveau de la démarche, au niveau de l'établissement d'un plan d'action qui va venir là, pour les 5 prochaines années. Il reste 5 minutes au sondage. Déjà 14 participants qui ont répondu. Maintenant 15. Donc en attendant, j'imagine que le sondage roule toujours. Je peux vous montrer un peu, dans le fond, ce qu'on a comme information sur notre site web. Donc, évidemment, obvrly.ca. Donc, à partir de l'accueil. Donc, évidemment, il y a différentes informations sur les actualités. Mais pour ce qui vous intéresse peut-être plus particulièrement, on a un site web, une page web qui est consacrée au milieu lacustre. Donc, sur cette page se concentrent différentes informations sur la démarche de consultation en cours, mais quand même différentes informations qui sont concentrées. Donc, on a déjà une synthèse qui est visuelle des problématiques au niveau du territoire. Il y a également ce qui est intéressant, une cartographie interactive. Donc, vous pouvez aller consulter. Donc, vous pouvez voir, dans le fond, l'état de santé des différents plans d'eau du territoire. Il est possible aussi de regarder le réseau hydrographique là, quand on zoome.
à un certain point, on va voir apparaître là, des cours d'eau. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de voir là, les réseaux hydrographiques, comment les lacs sont connectés comment les lacs sont connectés entre eux. Aussi, vous pouvez voir, il y a différentes informations sur les bassins versants de lacs. Ici, peut-être que vous ne vous rappellerez pas, mais il y a une légende, là, des directives là, à gauche. On peut aller voir là, différents résultats ou différentes données sur l'état de santé des lacs du territoire, dont l'état de trafic des lacs, puis la qualité des bandes riveraines de façon générale. Donc, c'est de l'information qui est supplémentaire pour vous, qui est mise là de façon interactive. Si vous voulez avoir accès au rapport, ben, il faut aller dans Ressources, puis cliquer sur Études, rapports et mémoire. Puis les études qui touchent surtout les lacs, donc sous le titre Programme de caractérisation des lacs du territoire. Donc, il y a des bilans qui sont déposés. Puis ensuite, on fonctionne par municipalité pour les différents lacs. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations accessibles sur notre page web. Puis même au niveau de la page Mieux lacustre, si on descend en bas, donc ici, là, il y avait un événement là, qui était sur l'état de santé des lacs du territoire. Pour visionner l'enregistrement, vous pouvez cliquer ici. Mais on a également le bilan de santé des différents lacs du territoire, qui fait un peu, qui résume les différents rapports, là, des fois qui peut être long à lire, donc sous forme de diapositive. Si toutefois vous cherchez de l'information de façon précise, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter Alexandre. C'est assez simple, alexandre@obvrly.ca. Pour des questions qui touchent plus le plan directeur de l'eau, vous pouvez tout simplement m'écrire à PDE pour l'acronyme @obvrly.ca. Donc, on va se faire un plaisir de vous répondre. Arrêtez le partage, histoire de terminer le sondage. Donc, comme je l'ai dit, le sondage en fait, les résultats du sondage vont vous être communiqués via le compte rendu qui va être diffusé via nos différentes plateformes. Donc, éventuellement, vous allez recevoir un courriel avec les différents bilans et toute l'information nécessaire. Je ferme le sondage à l'instant. Même chose, je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais la session vidéo est enregistrée, donc va être rendue disponible sur la plateforme YouTube pour revisionnement pour ceux qui auraient perdu certaines parties de l'atelier. Sinon, juste vous rappeler qu'il y a un atelier la semaine prochaine, mercredi, même heure, sur le phosphore, qui est une autre préoccupation là, pour les riverains. Donc, sous la même structure, des échanges un peu différents. Donc, on va approfondir de façon plus précise, plus exhaustive la problématique de phosphore. Sur ce, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Puis beaucoup. à la semaine prochaine. Merci.